Bon, on a quelques minutes de retard sur l'horaire, mais bon, j'espère qu'on va les rattraper, puisque vous le savez, on a pour habitude de terminer notre petit déjeuner à 10. Allô? Oui, ça va mieux là? On n'entend rien? Ah, il va falloir que je parle très fort là. Bon. Je disais simplement que nos petits déjeuners, donc vous savez, on a l'habitude de les terminer à 10 heures, donc on va essayer de tenir l'horaire imparti, puisque donc il va falloir qu'en 75 minutes, nous puissions vous présenter à la fois notre invité et que l'on puisse débattre entre nous. Donc, Monsieur le Président, chers amis, donc c'est avec un immense plaisir que je vous accueille ce matin pour notre premier petit déjeuner de rentrée. J'espère que vous avez tous passé d'excellentes vacances, même si c'est déjà fort loin, et que vous êtes fin prêts pour affronter donc un 4e trimestre qui s'annonce des plus passionnants. Compte tenu du paysage économique et social, il va nous falloir pour le moins courage et enthousiasme. Ce matin, donc, M. Gérard Ramex, président de l'autorité des marchés financiers, nous fait l'insigne honneur d'être parmi nous et je l'en remercie très chaleureusement. Mais avant de lui laisser le pupitre, donc j'aimerais vous dire quand même quelques mots de notre vie, de la vie de notre association. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que c'est la première fois que nous retransmettons en direct cette manifestation, comme les matchs de foot. Donc je rappelle que la FTE est forte de 10 délégations régionales qui regroupent au total 450 membres et que lors de mes quelques déplacements en province à la rencontre de nos adhérents à plusieurs reprises, il m'a été indiqué que les petits déjeuners étaient une manifestation fort intéressante pour promouvoir l'image de notre association, mais qu'elle était essentiellement parisienne. Donc, grâce à la technique, voilà ce grief partiellement réparé au moins. J'espère que dorénavant, tous nos petits déjeuners pourront être ainsi partagés avec nos collègues en province ou en Île-de-France pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de s'y joindre. Et même si, naturellement, après le premier, il nous faudra quand même, je pense, quelques rodages. Alors, sur les grands sujets de fond qui animent actuellement notre association, la FTE a décidé de faire part à l'ensemble des acteurs économiques de la place sa position sur un sujet excessivement sensible actuellement et qui ne peut laisser notre invité d'aujourd'hui indifférent, à savoir le financement des entreprises industrielles et commerciales. En effet, à de nombreuses reprises, des adhérents nous ont fait part des difficultés rencontrées pour financer leur business ou leur entreprise. À cet égard, nous avons rencontré récemment M. Barberis, qui est conseiller chargé du financement des entreprises auprès du ministre de l'Économie et des Finances, afin de lui indiquer notre vision de la situation. Alors, c'est un document qui développe 5 grands thèmes, capitaux propres, crédit interentreprise, crédit bancaire, marché obligataire, banque publique d'investissement, et qui sera, ou qui est peut-être même déjà disponible sur le site de la FTE. En parallèle, donc, il faut que nous mettions au point un plan média de telle manière que l'ensemble des acteurs, en effet, comme je l'indiquais, soient saisis de notre position. Et nous avons, dans ce papier, également suggéré 6 axes d'amélioration que nous préconisons naturellement de suivre. Alors, concernant l'organisation de notre association, j'ai le plaisir de vous annoncer donc, que M. Patrick Claude, qui est directeur financement-trésorerie du groupe Renault, est désormais notre nouveau directeur de la publication de la lettre mensuelle, donc la lettre du trésorier, qui est notre mensuelle, comme vous le savez. J'espère que tout le monde ici présent la parcourt, sinon la lit. Par ailleurs, il a été décidé de créer une commission de travail axée sur le thème de la fiscalité. Vous savez que nous avons donc 15 commissions de travail, donc nous en aurons dorénavant 16, et que dans la mesure où c'est un thème absolument essentiel dans le cadre de nos activités de trésorerie et de financement, encore une fois, à la fois en France d'ailleurs et à l'étranger, il nous a semblé que c'était un thème qui devait être développé dans le cadre de ces groupes de travail. C'est M. Florent Garde, responsable fiscal chez Veolia Environnement, qui a bien voulu en prendre la présidence et je l'en remercie. Et je lui souhaite également bon courage. Alors naturellement, tous ceux qui parmi vous seraient intéressés par ce thème sont naturellement les bienvenus. Je me permets également de vous rappeler que les 20 et 21 novembre se tiendront comme chaque année les journées de l'AFTE au Palais Brognard. Des dépliants vous ont été adressés ou distribués ce matin. Les thèmes, comme vous avez pu vous en rendre compte, sont excessivement variés.
donc autour du financement, de la désintermédiation et de son optimisation au sein de nos entreprises, des problèmes de change et de taux, la gestion des flux, de la fiscalité, de la RH, bref, énormément de thèmes seront abordés durant ces 2 jours de séminaire. Je vous espère donc très nombreux, à la fois pour écouter la 50aine d'intervenants, tous naturellement experts dans les domaines qu'ils ne sont amenés à traiter, mais également, j'en profite pour remercier la 50aine de sponsors sans lesquels cette manifestation ne serait pas ce qu'elle est. Et surtout, donc, n'hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire vos collaborateurs d'avance. Un grand merci pour votre participation. Bref, aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Gérard Ramex. Après François Peyrol, qui était à l'époque président de la FBF et qui avait traité de Bâle III, et de Benoît Cœuré, membre du directoire de la Banque centrale, qui nous avait entretenu du rôle de la BCE dans le financement de la zone euro, M. Gérard Ramex, ce matin, a bien voulu accepter de traiter de la question suivante. Peut-on encore avoir confiance dans les marchés financiers? Vous l'avez compris, l'essentiel de la question réside dans l'adverbe de temps « encore ». En effet, les chiffres sont accablants. Je rappelle quelques données. En 2011, et ce pour la 4e année consécutive, les épargnants ont désinvesti à hauteur de 82 milliards d'euros en France. Depuis 2008, près de 2,5 millions de petits porteurs se sont détournés de la bourse, alors même que se pose avec acuité, ce que je rappelais tout à l'heure, la question du financement de notre économie. Donc, pourquoi a-t-on besoin du marché? En quoi le marché a failli? Le marché est-il efficient? Pourquoi un régulateur? Qu'attendent des nouvelles réglementations de Bâle III et de Solvency II? Pourquoi la bourse ne finance-t-elle plus les entreprises? Et le rôle du trading, haute fréquence, enfin, etc. La litanie peut être longue. Bref, voilà quelques questions que nous nous posons tous à l'énoncé d'un tel sujet. Monsieur Ramex est licencié en droit privé et titulaire d'un DESS de droit public. Il est diplômé également de Sciences Po Paris et de l'ENA, promotion Pierre Mendès France. Il a été auditeur puis conseiller référendaire à la Cour des comptes entre 1978 et 1984 et nommé conseil maître en 2000. Ensuite, il a exercé des fonctions en tant que chargé de bureau à la direction du budget du ministère de l'économie et des finances de 1984 à 1988, devenu conseiller technique du cabinet du Premier ministre, M. Jacques Chirac à l'époque, entre 1986 et 1988. Il a été nommé ensuite directeur des affaires industrielles de la société Autingre Finance en 1989 et en 1990, il est nommé directeur des affaires et des investissements. Il est devenu président de la société Finandex à partir de 1990, avant de rejoindre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés au poste de directeur en 1993. Il est nommé directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, M. Alain Juppé, en 1997. Il occupe ensuite des fonctions de directeur général de la commission des opérations de bourse. Je pense que le poste qu'il occupe aujourd'hui doit lui rappeler quelque chose, jusqu'en novembre 2003. En janvier 2004, M. Ramex occupe des fonctions de secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, donc deuxième incursion, et M. Ramex succède à M. Ricol pour occuper les fonctions de médiateur du crédit, fonction clé dans le cadre de ce que je rappelais tout à l'heure, de 2009 à 2012. Il est nommé président donc de l'autorité des marchés financiers AMF par décret en date du 1er août 2012. Donc, Monsieur le Président, ce matin, la FTE est très fière, je dois vous le dire, que vous ayez bien voulu accepter de lui consacrer, je pense, une de vos toutes premières prestations publiques. Je considère que pour la FTE, c'est une marque de confiance et en même temps d'amitié. Je vous en suis très reconnaissant. Merci, Monsieur le Président. Chers amis, je suis extrêmement heureux de faire cette intervention devant vous. J'étais un spectateur assidu pendant des années, pour ne pas dire un peu un pique-assiette de luxe, dans les petits déjeuners de la FTE. Et donc, c'est marquant pour moi d'être cette fois-ci au pupitre. Alors, d'autant que vous m'avez mis un peu la pression en faisant que mon intervention succède
à celle de Benoît Cœuré et de François Peyrol, puisque j'avais assisté à ces deux interventions. Et je vais essayer de ne pas faire baisser le niveau, ce qui ne va pas être facile, parce qu'il y avait deux exposés d'extrême qualité, à mon sens. Alors, le sujet que nous avons choisi ensemble est un peu provocant, hein, mais il est, à mon avis, central. Il est de poser la question de la confiance dans les marchés financiers. Alors, souvent, on pose la question dans l'autre sens. On entend toujours dire est-ce que les marchés ont confiance? Est-ce que telle entreprise ou tel pays ou telle devise garde la confiance des marchés? D'ailleurs, toujours très difficile justement de définir ce que c'est exactement. Moi, je pose la question dans l'autre sens, c'est-à-dire est-ce que le public, est-ce que les acteurs, est-ce que les gouvernements, est-ce que les entreprises peuvent avoir confiance dans les marchés financiers, et sur quel point et dans quelle mesure? C'est d'abord une question de citoyens, hein, vous l'avez rappelé. Est-ce que les marchés servent le financement de l'économie, son développement? Est-ce qu'ils permettent une allocation efficace des ressources, comme la théorie économique le prétend? C'est une question aussi pour les épargnants. Hein. En tant qu'épargnants, est-ce que nous pouvons faire confiance au marché pour placer notre argent? Enfin, c'est une question de dirigeants d'entreprise. Est-ce que nous trouvons, vous l'avez dit tout à l'heure avec une interrogation très sérieuse, est-ce que les marchés financiers sont vraiment une solution pour financer le développement d'une affaire? Ces questions sont malheureusement d'une très brûlante actualité après 4 ans d'une crise très profonde et très difficile à surmonter. Concrètement, les chiffres sont peu encourageants pour les épargnants. Un épargnant qui aurait investi dans l'indice CAC 40 en 2007 aurait perdu 45% de sa mise, hein, ce qui est considérable. Et il y a beaucoup de signes d'inquiétude dus à la volatilité, à une modernisation accrue des marchés et à des effets incertains de cette modernisation et de cette évolution technique très rapide. Donc on a une sorte de contraste entre une sophistication technique très grande et des fonctions de base qui semblent un peu abandonnées. C'est l'une des pistes du raisonnement qu'on peut avoir, à mon avis, sur ce sujet. Je vais traiter 3 points successivement. D'abord, quelques réflexions, quelques rappels, surtout sur l'attitude générale des Français par rapport au marché. Deuxièmement, une interrogation sur la manière dont ils remplissent leurs fonctions économiques. Et enfin, les pistes que les régulateurs, parce que c'est largement une affaire internationale, peuvent suivre avec d'autres pour essayer de restaurer une certaine confiance que je juge assez gravement entamée, comme je pense beaucoup d'observateurs ou d'acteurs. Premier point, les Français, on peut le dire, ne font pas confiance à la finance et au marché. Alors c'est quelque chose qui remonte très loin. L'une de mes filles est historienne. J'ai échangé avec elle là-dessus. Elle me disait que ça remontait à l'affaire de Laas, donc au XVIIIe siècle, et qu'il n'y avait jamais eu véritablement confiance des Français dans les mécanismes financiers. Il y avait une méfiance presque atavique qui était née et qui s'était maintenue au fil des années. Alors c'est quand même une explication un peu générale. Si on veut être plus précis, on peut dire que sur la dernière période, hein, que j'ai vécue assez intensément, hein, avec certains d'entre vous d'ailleurs, les investissements en actions, qui sont quand même le pari sur le marché financier le plus clair, le plus évident, a été perdant. Hein. On a fait des calculs pour moi. Quelqu'un qui aurait investi dans le CAC 40 il y a 12 ans, en dividendes réinvestis, aurait eu un rendement moyen négatif sur 12 ans de 3% par an. Donc c'est quand même extrêmement médiocre, d'autant que s'il avait par exemple acheté un appartement à Paris avec la même somme, il a une rentabilité de sens inverse et de taux supérieur. En même temps, si on fait des calculs, on s'aperçoit que ce qu'on a longtemps dit et répété, c'est-à-dire que sur le long terme, le marché financier est un bon placement, reste quand même vrai par rapport à la période récente. On voit d'ailleurs un autre chiffre qui m'a été donné par ceux qui m'ont aidé à préparer cette intervention. Un placement en actions du CAC 40 aux mêmes conditions démarré
n'importe quelle année entre 88 et 96, je pense même qu'on devrait aller un peu plus loin, donne aujourd'hui une rentabilité réelle de 5% environ. Donc on voit que les 10 dernières années sont des années qui ont connu 2 crises très graves et qui ont vraiment désavantagé, pénalisé massivement l'épargnant en action, mais que sur une plus longue période, la mise est gagnante. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte. L'horizon est quelque chose d'absolument majeur. C'est un lieu commun de dire que les Français n'aiment pas les choses financières et n'aiment tout bêtement pas l'économie. Nous sommes plus un peuple d'agriculteurs et d'ingénieurs, et les mécanismes économiques et commerciaux nous sont davantage étrangers que dans le monde anglo-saxon, par exemple. On a beaucoup essayé de lutter contre cela. Avec Michel Prada, nous avions créé un institut qui existe toujours et qui est tout à fait efficace, qui s'appelle l'Institut pour l'éducation financière du public. On a rassemblé, avec difficulté d'ailleurs, quelques acteurs financiers, notamment bancaires, pour avoir une présence auprès soit par Internet, soit auprès des milieux de l'éducation, pour essayer justement de développer une formation de base sur la manière dont fonctionne l'économie et sur la gestion de l'épargne. Ça partait de l'idée que l'épargnant est d'abord un consommateur et que, comme tout consommateur, il doit avoir un minimum de culture face aux producteurs. La route est très très longue pour obtenir des résultats dans ce domaine, et on reste assez. Je me souviens, je ne sais plus quelle était la date, mais d'une phrase qui est vraiment la caricature pour moi de la méconnaissance de l'économie. D'une syndicaliste qui avait constaté que le fonds d'épargne pour les retraites avait beaucoup investi en actions, qui s'apercevait que le rendement diminuait et qui disait que c'était bien la preuve qu'on ne pouvait pas faire confiance aux actions. Et moi, à ce moment-là, je pensais, et je l'ai dit à tous les gens que je connaissais, que c'était au moment où, après la faillite de Lehman, que c'était vraiment le moment d'acheter des actions. Et tous ceux qui en ont acheté à ce moment-là, qui les ont revendues 6-8 mois plus tard, ont gagné pas mal d'argent. Donc on voit que l'opinion générale, non seulement elle est adverse par rapport à la finance, mais en plus elle est irrationnelle. C'est-à-dire que le grand public, parce que c'était en fait la voix du grand public, entre quand le marché monte très fort, et généralement à la fin des périodes de hausse, et sort quand le marché est bas. Donc toutes les conditions sont réunies, et malgré ça, on fait des kilomètres de pages pour expliquer quel est le devoir de conseil des professionnels. De temps en temps, ça me rend un peu sceptique, mais c'est pas facile de faire comprendre qu'il y a des cycles. Et aujourd'hui, par exemple, le placement d'actions, j'y reviendrai tout à l'heure, est très peu apprécié des Français, et très probablement, dans quelques années, on se dira que ceux qui ont eu le courage d'entrer sur le marché en buy and hold, pour tenir longtemps une position, feront sans doute un placement assez bon. Si cette assertion était fausse, ça voudrait dire qu'on a des conditions économiques absolument dramatiques. Sinon, normalement, on doit retrouver. On a vécu une période extrêmement dure, donc logiquement, ça doit se redresser parce que les PER ne sont pas très élevés et que le marché donc n'est pas très cher. Mais ça, c'est un raisonnement qui est à peu près inaudible pour la quasi-totalité des Français. Et pas que les Français d'ailleurs, sinon les cours seraient meilleurs. Mais enfin, spécialement le public français. Donc, il faut arriver à convaincre nos compatriotes que l'épargne contribue au financement de l'économie. Je vais y venir. Enfin, encore faut-il qu'elle se place sur les bons créneaux, et que même dans un pays très attaché aux retraites par répartition, la rentabilité de l'épargne sur de longues années est un élément fondamental pour la retraite. Je vais aller vite sur les éléments suivants qui sont très connus. Nous sommes un pays qui épargne énormément, et on a plutôt même augmenté dans la dernière période le taux d'épargne. 17%, me cite-t-on, bon, c'est entre 16 et 17 en général, et le taux d'épargne financière par contre est bas. Il est à moins de 5%. Donc les Français, très clairement, si on caractérise leur comportement en matière d'épargne, qui s'est plutôt aggravé d'ailleurs dans ses caractéristiques, ils préfèrent les placements liquides et sans risque et la pierre. Donc quand il prend un risque, c'est sur de la pierre. Et sinon, il investit dans des instruments qui sont généralement défiscalisés, qui sont liquides et normalement peu risqués.
ou même pas risqué du tout, enfin en théorie. Donc aujourd'hui, on a un paysage qui est assez complexe, dans lequel on a une petite moitié des placements financiers qui est orientée vers l'assurance vie et très principalement vers l'assurance vie en euros. Donc là, on revient sur toute la logique de placement des assureurs lorsqu'ils assument eux-mêmes le risque. Et 40% vers des dépôts bancaires ou assimilés ou épargne sur livret. Donc on a en fait à peine plus de 10% qui est consacré à de l'épargne véritablement risquée sur le développement économique. Donc ça traduit véritablement l'attitude des Français par rapport au risque action. Et donc les grands discours qu'on entend sur le dynamisme des entreprises, le fait que l'emploi en dépend, etc., n'est absolument pas traduit au niveau, n'a pas sa traduction au niveau des comportements d'épargne, ce qui est quand même un sujet absolument majeur. En même temps, il y a des paradoxes. Je vous en cite un. Les ventes aux particuliers de produits structurés complexes ont dépassé en 2011 10 milliards d'euros, soit un montant au moins 5 fois supérieur au fonds levés en actions sur les marchés financiers nationaux. Donc ça veut dire que il y a quand même, lorsqu'on touche un créneau qui attire l'attention, alors il y a tout dans ces produits structurés complexes. Il y en a des plus ou moins complexes et surtout le risque est limité ou accru dans des proportions qui sont très très différentes selon les produits. Donc il ne faut pas les mélanger globalement. C'est quand même des sujets qui sont dangereux pour nous, régulateurs, en ce sens qu'il est assez rare que l'épargnant comprenne véritablement la formule risque-rendement qui lui est offerte dans ces produits. Mais il charrie maintenant des flux financiers qui sont non négligeables. Dernier élément qu'on peut donner, c'est que lorsque le Français choisit d'investir en actions, il est assez peu prudent. D'abord, il ne tient pas compte du cycle, il diversifie très peu ses placements. Il y a un nombre de titres en direct limité, et donc la volatilité résulte évidemment du choix de ces titres qui est souvent assez aléatoire. Enfin, il vit dans un système où les frais prélevés sont comparativement plus élevés que dans les pays anglo-saxons. J'ai un chiffre ici en moyenne de 1,6% de l'encours contre 1% aux États-Unis. Alors 0,6%, ça paraît peut-être faible comme ça, mais lorsqu'on fait des simulations sur une longue période, évidemment, ça change assez sérieusement le rendement du placement. Ça, c'est un point d'ailleurs qui m'interpelle particulièrement et que j'ai un peu découvert je n'avais pas conscience que c'était aussi net. Alors, nous, sur ce point, mais j'y reviendrai, notre rôle, c'est peut-être plus que par le passé, en partenariat avec l'ACP, d'avoir davantage de présence sur la question de la commercialisation des produits financiers. C'est une question très compliquée, faussement simple, parce que ça peut se résumer très facilement en disant le professionnel doit essayer de connaître les besoins de son client, son aversion ou son appétit pour le risque, et puis lui offrir les produits qui conviennent dans la plus parfaite transparence. En fait, c'est très complexe, ça met en jeu des dizaines de milliers de personnes, ça met en jeu des systèmes informatiques assez lourds à manier dès lors qu'on veut avoir une traçabilité de ces diligences. C'est toujours très, très compliqué. En tout cas, nous sommes mobilisés. C'était, je pense, une des faiblesses du système de régulation français. Et au cours des dernières années, on a essayé de rattraper notre retard. Et on a un pôle commun ACP-AMF qui se préoccupe de ces questions et de façon horizontale, c'est-à-dire en essayant de traiter tous les produits financiers de la même façon. On est très, très loin d'être arrivé au but dans mon esprit. Je pense qu'on peut avoir comme inconvénient d'avoir des procédures qui deviennent très paperassières et pas forcément complètement efficaces. Mais c'est clairement la direction, malgré tout, dans laquelle il faut aller si on veut surmonter cette défiance du public français à l'égard des marchés financiers.
Alors, dans le même esprit, je voudrais passer à mon second point, qui sont les fonctions du marché. Alors, quand on réfléchit aux fonctions du marché, rassurez-vous, je ne vais pas me lancer dans un cours d'économie, il faudrait écrire un livre, mais ce qui me frappe le plus, c'est que c'est vraiment un défi parce que sur les deux fonctions essentielles, il y a des interrogations majeures. Les deux fonctions essentielles du marché financier, c'est premièrement financer l'économie et deuxièmement, c'est donner un prix et une liquidité aux actifs financiers. Sur ces deux points, les évolutions récentes ont été extrêmement décevantes. Alors, s'agissant du financement des entreprises, là aussi on peut aller assez vite parce que vous connaissez ça très bien, mais j'ai moi-même été quand même surpris en reprenant les chiffres. Vous voyez, il y a le marché financier en ce moment, en particulier en France, mais on ferait les mêmes calculs à mon avis dans d'autres pays, loin d'apporter des capitaux en net à l'économie, aux entreprises, en reprend. Alors, j'ai quelques chiffres par exemple pour 2011. On a eu 38 milliards d'euros de dividendes versés. On a eu un peu plus de 12 milliards de rachats d'actions, donc des sommes quand même déjà importantes. Et les fonds levés ont à peine dépassé le milliard d'euros. Donc c'était vraiment une année catastrophique. Entre 1 et 2 milliards d'euros de fonds levés, c'est-à-dire d'IPO, enfin d'introduction en bourse et d'augmentation de capital. Alors il faudrait mettre les fonds obligataires, mais si on reste sur le marché actions, si vous voulez, en equity, on est dans une phase d'attrition du marché. Les entreprises restent assez rentables, elles distribuent beaucoup, elles rachètent, ce qui économiquement est à peu près pareil, et il y a assez peu de levée de fonds de la part des entreprises cotées et connues dans la mesure où leur bilan est assez satisfaisant, elles ont peu besoin de fonds nouveaux, et surtout il y a un faible dynamisme de levée de fonds des entreprises moyennes ou des entreprises intermédiaires sur le marché. Donc, alors, c'est pas forcément un désastre, hein, ça peut s'expliquer en particulier par la conjoncture, mais ça interpelle quand même de façon extrêmement forte. D'autant, alors là, j'ai consacré pas mal de temps dans la dernière partie de ma carrière professionnelle à ces questions de financement de l'économie, d'autant que le grand défi auquel on va tous être confrontés, c'est de gérer le changement de modèle bancaire et un petit peu, je connais moins bien, mais le changement de modèle assurantiel, mais surtout le changement de modèle bancaire, les règles, les conséquences que la communauté internationale a tirées de la crise consistent en particulier à freiner très considérablement le rôle de transformation des banques. Et donc on leur demande davantage de fonds propres, davantage de liquidités et moins de transformation tout bêtement. Donc ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, dans un pays comme le nôtre, pour lequel le financement des entreprises intermédiaires ou moyennes était massivement assuré par le crédit bancaire, eh bien nous aurons un frein à la croissance extrêmement fort si nous ne sommes pas capables de donner des solutions alternatives. Aujourd'hui, ça ne se sent pas trop parce qu'on est en phase malheureusement de stagnation économique, mais dès que l'économie va repartir, je doute que les banques aient la capacité de suivre un fort développement des crédits, sauf pour quelques entreprises, et donc il est absolument impératif à la fois pour les autorités et tous les acteurs d'avoir des solutions viables pour compléter. On peut avoir une lecture un peu plus politique de ça, c'est sûr que ces règles ont été imposées, suggérées par des pays dans lesquels la part respective des banques et du marché n'est pas du tout la même que chez nous. Bon, vous le savez, en gros, en France, les entreprises, c'est plus de 80, et selon la présentation qu'on fait, même 90% de financement bancaire, alors qu'aux États-Unis, par exemple, le marché financier réalise plusieurs dizaines de pourcents du financement. Ce qui veut dire que le marché, là, cette fois-ci, je ne suis plus simplement en actions, mais aussi en obligations. Une entreprise américaine va facilement aller sur le marché actions et surtout sur le marché obligataire, alors que en Europe et surtout en France, aujourd'hui, seules les très grandes entreprises vont directement sur le marché obligataire dit corporate, pour des montants d'ailleurs colossaux et qui leur permettent d'équilibrer entre le financement, enfin entre la dette bancaire et la dette obligataire.
Donc je pense que le défi majeur qui est posé par la situation actuelle, c'est de trouver un relais de solution qui offre à des entreprises saines, mais beaucoup plus petites que les grandes entreprises du CAC 40 ou les 100 plus grosses entreprises, qui offrent des solutions de dette ne passant pas seulement par les banques. Bon, il faudrait un long moment pour développer ce chapitre, mais il est au cœur de l'interrogation sur la confiance qu'on doit avoir dans les marchés. Parce que je ne suis pas sûr que les marchés donnent confiance aujourd'hui, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on aura besoin d'eux, et énormément besoin d'eux, même si toutes les solutions ne seront pas des solutions de marché financier pour résoudre la question que je traitais. Alors, j'ai consacré une réflexion l'année dernière. Ça avait été un premier petit retour vers le marché financier pour moi. Avec Thierry Giamy, nous avait demandé de travailler sur le financement des PME et des ETI. Alors, Christine Lagarde puis François Baroin nous l'avaient demandé parce que les entreprises, en particulier la présidente du MEDEF et les présidents d'autres associations patronales, avait poussé un cri d'alarme en disant qui était fondé à peu près sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, disant que le marché financier au sens d'entreprise de marché devenait une multinationale très technique tournée vers l'extérieur et accordait insuffisamment d'attention aux entreprises moyennes et intermédiaires qui occupaient une place économique limitée au plan des marchés financiers. Bon, c'est une présentation qui est un petit peu caricaturale d'une certaine façon, mais c'était en tout cas l'interrogation. Alors, après de nombreuses interviews, etc., nous avons suggéré quelques pistes qui, heureusement, sont à l'heure actuelle reprises. J'ai salué tout à l'heure Fabrice de Marigny, qui a animé à la suite de la production de notre rapport un groupe de travail à la demande de Nice Euronext, pour essayer de préfigurer une bourse de l'entreprise, c'est-à-dire en gros une relance de la partie du marché financier français et un peu européen d'ailleurs, qui cherche à lever des fonds, soit en introduction, soit en augmentation de capital, soit même en dette obligataire, en direction d'entreprises moyennes ou d'entreprises intermédiaires. Ce qu'on appelle moyenne, c'est jusqu'à 250 personnes. Et intermédiaire, c'est en gros jusqu'à 1 milliard de capitalisation. Donc c'est des entreprises qui ont un petit nombre de milliers de salariés, entre 250 et quelques milliers. Donc c'est cette cible-là qui doit être approchée. Donc je vois dans cette bourse de l'entreprise telle qu'elle est projetée, il y a encore beaucoup de points à traiter pour passer de la volonté d'un projet à quelque chose d'opérationnel. Je vois un effort pour essayer de retrouver, comme on l'a fait à plusieurs reprises dans notre histoire, avec le second marché, avec le nouveau marché, avec Alternext, de retrouver un flux de sang neuf pour la bourse et étant une capacité, offrant une capacité pour des entrepreneurs voulant développer leur affaire, ayant l'opportunité de le faire, la capacité de trouver un soutien sur le marché financier. Donc c'est assez important. Qu'il me soit permis de dire que, en tant qu'AMF, je vais être dans un débat cornélien entre la volonté d'aller dans ce sens, parce que je pense que c'est nécessaire économiquement et sans doute socialement aussi, et en même temps notre rôle, et mes équipes me le rappellent, c'est naturellement de respecter les règles et de protéger les investisseurs, et donc cette relance doit se faire dans un cadre juridique européen incontestable. Mais je pense qu'il y a des pistes. Bon, si vous avez des questions, je répondrai là-dessus. En tout cas, c'est certainement une des faiblesses, si vous voulez, actuelles de notre système financier, d'avoir une insuffisante capacité d'attirer des entreprises pour leur offrir des solutions tant en dette qu'en financement obligataire. Alors ça vient de toute une série de facteurs et la période récente a été très difficile pour aussi beaucoup d'intermédiaires, de professionnels du marché, parce que la matière manquant, eh bien, le chiffre d'affaires, la capacité bénéficiaire, la capacité à lever des fonds pour ces actions a diminué.
Donc voilà sur le premier point, qui est sans doute le plus important, la fonction financière du marché, ne pas l'oublier, c'est celle qui est première, et c'est celle qui justifie tous les efforts à consentir. La deuxième fonction, c'est la liquidité et le prix. Alors là, le jugement est peut-être un peu plus nuancé. Sur le plan du prix, on peut dire que les marchés, à travers, en particulier les marchés d'actions, à travers tous les soubresauts qu'il y a eu depuis 2007, il y a quand même une chose qu'ils ont constamment assurée, c'est la liquidité. C'est-à-dire au moins sur les valeurs importantes, il y a toujours eu des cotations et il y a toujours eu la possibilité de sortir de l'investissement. En sens inverse, et là aussi je suis obligé de caricaturer et d'aller un petit peu vite, l'évolution technique et les choix juridiques qui ont été faits me semblent avoir créé plus d'inconvénients que d'avantages, représenter davantage un risque qu'une garantie supérieure à ce qui était avant. Alors, ce que je résume énormément, ça veut dire qu'on a une sophistication technique très très grande. On est capable, les marchés et les différentes plateformes sont mis en compétition pour être capables de traiter des ordres bien en deçà de la seconde, en quelques microsecondes. Et tout ceci est totalement déconnecté des besoins de la compréhension d'une très très grande partie des investisseurs. Deuxièmement, on a fait un effort juridique très important en Europe avec la MIF orienté vers la compétition des acteurs, la multiplication de ce que les anglo-saxons appellent les venues, c'est-à-dire les types de marchés, pour essayer de faire baisser le coût des ordres. Au total, le résultat, c'est qu'on a fragmenté les marchés, on a augmenté les transactions de gré à gré, on a créé plus d'obscurité et le coût des opérations n'a pas significativement diminué, au moins pour le français moyen. Donc personnellement, je suis assez sceptique sur l'ensemble de ces efforts. Je pense qu'on a un défi technologique très très important. Dominique Cherouti, qui dirige Euronext en France et en Europe, disait récemment devant moi que le système technique, et Dieu sait s'il le connaît mieux que moi, aujourd'hui était tellement complexe qu'on savait ce qui entrait, mais que dans certaines circonstances de marché, on ne savait plus ce qui sortait. Et malheureusement, il a raison, c'est-à-dire vous avez eu des flash cracks, des dérapages qui font que des systèmes informatiques, aussi sophistiqués soient-ils, et d'autant plus sophistiqués sont-ils, peuvent, dans certaines circonstances, déraper complètement et écrouler les cours ou créer des pertes très importantes chez un intervenant. Donc, je pense qu'à la fois sur le plan juridique et sur le plan technique, on est devant un problème qui est réel, qui n'est pas facile à résoudre et qui n'est pas de nature à donner confiance aux Français moyens et même aux Français un peu évolués susceptibles d'aller en bourse. Il y a plutôt une opacité accrue et une incompréhension accrue à l'égard des mécanismes de marché. Alors, face à ce constat, est-ce qu'il faut baisser les bras? Est-ce qu'il faut se réfugier dans le scepticisme? Je ne le crois pas du tout, bien sûr. Il faut essayer de restaurer la confiance. Alors, pourquoi est-ce que je ne le crois pas? Bon, d'abord, ès-qualité. C'est notre job à l'autorité des marchés financiers, avec nos collègues des autres pays, d'essayer précisément d'organiser ces marchés pour qu'ils soient le plus solides possible. Donc, naturellement, c'est une mission qui n'a jamais été aussi nécessaire, même si elle est difficile. La deuxième raison, c'est que les marchés n'inspirent, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je veux le répéter, les marchés n'inspirent peut-être pas confiance, ils apparaissent complexes, volatiles, parfois inéquitables, souvent imprévisibles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont d'une nécessité totale. C'est-à-dire que parmi les différentes solutions pour financer l'économie, eh bien, ils sont incontournables. Si on ne les a pas, et les pays qui ne les auront pas seront des pays qui seront pénalisés. Donc on n'a pas de doute là-dessus. Je pense qu'une grande partie des solutions pour résoudre le relatif ralentissement du crédit bancaire, c'est d'avoir des solutions de marché.
Et donc nous sommes un des pays qui repose le plus sur le crédit bancaire. Nous avons bénéficié, nous ne le savions pas assez, comme quelqu'un a dit, au bonheur que je reconnus, au bruit que tu fis en t'en allant, on a bénéficié de conditions de financement bancaire tout à fait compétitives et abondantes et à bas taux. Avant la crise, en 2007, le crédit bancaire aux entreprises augmentait à peu près de 7-8% par an. Mais ceci, à mon sens, ne se retrouvera pas dans les conditions actuelles. Donc on a absolument besoin du marché. Donc ce n'est pas une question même de choix, on est obligé, ou alors c'est un repli très considérable. Donc les voies que nous avons pour essayer de restaurer la confiance, eh bien, elles sont de deux types, de deux familles. Je vais être très général forcément. D'abord, essayer d'adapter la régulation aux évolutions technologiques. C'est quand même le point absolument fondamental. Par rapport aux conditions qui prévalaient il y a 10 ou 15 ans, les marchés fonctionnent de façon complètement différente. Donc, il faut adapter les règles. On dit souvent que le régulateur est en retard par rapport au marché. Malheureusement, c'est structurel. Le régulateur a une approche juridique et le juriste ne peut intervenir que sur des pratiques qu'il a déjà observées et dont il tire les leçons. Et c'est très très difficile de faire naître le droit sur des pratiques qui existent à peine. Donc on est un peu en retard, mais en tout cas il faut raisonner juste. Et à mon avis, on ne l'a pas toujours fait. Et donc il faut essayer d'adapter nos règles, nos contrôles à cet univers-là. Se préoccuper du trading haute fréquence, par exemple, qui dans certains cas peut être de la manipulation de cours, essayer de fixer des règles pour le discipliner. Vous avez vu que nos amis allemands ont publié des nouvelles règles la semaine dernière. Je pense qu'il serait souhaitable qu'il y ait un accord, difficile à trouver certainement, pour freiner ce type de pratique, qui n'est pas entièrement négatif, qui donne une certaine liquidité, mais qui, globalement, à mon avis, a plutôt des effets dangereux. Nous n'avons pas encore maîtrisé complètement, enfin, on commence à avoir quelques données sur la taxe sur les transactions financières. On pourrait sans doute l'utiliser davantage pour lutter effectivement contre certaines pratiques de transmission d'ordre. Il va falloir attentivement regarder comment elle pèse sur l'activité de tel ou tel marché. C'est un des problèmes. Et il semblerait, d'après ce que me disent les professionnels, qu'il y a un certain ralentissement spécifique pour les pays, dont le nôtre, qui ont instauré cette taxe. Donc on a cette adaptation à la technologie, trouver des règles, et ça met longtemps. Alors ça met longtemps pour des raisons de relation entre le droit et la technique, et ça met aussi longtemps à cause de l'ouverture internationale. C'est la deuxième piste. Il faut être énormément présent au niveau international et essayer de parvenir à des accords sur des solutions qui, globalement, rationalisent le fonctionnement des marchés, les rendent moins risqués. Le fait de se replier sur notre territoire est une voie qui n'a aucun sens pour nous. Si on regarde, on parle beaucoup des grandes entreprises françaises. Ces entreprises, elles sont certes françaises dans leur inspiration, dans leur histoire, dans leur culture peut-être, dans une partie de leur management, mais leurs capitaux ne sont plus français, leur chiffre d'affaires est minoritairement français et leur bénéfice est très minoritairement français. Donc si on veut discuter avec ces grands dirigeants, et c'est tout à fait nécessaire, il faut avoir une vue ouverte. Sinon, on a un dialogue de sourds. On a d'un côté le territoire, de l'autre côté les grands acteurs internationaux. Et c'est tout bêtement pas possible. Alors, je ne vais pas le détailler, ça serait trop long. Il y a eu un effort, notamment issu du rapport de Larosière et d'autres papiers de très haut niveau qui ont été faits, de déclaration du G20. Ça frappe beaucoup les observateurs de voir quelle est la lenteur un peu du processus, mais fondamentalement, on ne peut pas être quand même complètement pessimiste. On va enfin réussir à faire qu'une bonne partie du marché des dérivés OTC sera compensée. On a enfin trouvé et démarré en Europe une régulation des agences de notation. Donc il y a des choses qui avancent. On a passé la semaine dernière de longs moments de négociations avec nos amis américains sur le sujet dit des money market funds, c'est-à-dire des OPCVM monétaires, pour essayer de mieux maîtriser les risques qu'ils représentent, puisque paradoxalement, ils doivent être comptabilisés comme du cash du point de vue des clients,
et ils sont toujours forcément investis dans des outils qui sont un petit peu plus longs que l'intraday ou que des investissements à un jour. Donc on a forcément un petit risque de transformation qui est encore accru par la pratique américaine d'avoir des fonds à valeur constante. Et donc le risque qu'à un moment donné où les conditions adverses de marché prévalent, eh bien cette valeur constante ne puisse plus être tenue par le fonds et crée un phénomène de fuite qu'on appelle run en anglais. Donc on a tous ces sujets puisque je suis là aussi pour vous donner un témoignage de tout jeune président de l'autorité des marchés financiers, je pense que les enjeux internationaux pour nous Français sont extrêmement importants. Il y a de très nombreux acteurs dans ce monde-là, mais finalement, il y a d'un côté le monde anglo-saxon, qui avec toute son expérience, sa très très grande puissance, et les acteurs autres sont pas si nombreux que ça. Et donc nous, sans nous prendre pour Astérix dans le camp des Romains, on a un certain rôle à jouer. Et même si c'est pas mon charisme premier, hein, j'aime plutôt les dossiers d'entreprise et les dossiers nationaux, moi je suis décidé à m'impliquer beaucoup là-dedans. Il y a de très bonnes équipes à l'AMF et on peut progresser, tant au plan européen, d'abord à l'ESMA, où franchement on doit établir une régulation européenne qui se construit peu à peu, qui va d'ailleurs être encore plus nécessaire compte tenu de ce qui est en train de se passer sur le bancaire, et puis au niveau mondial, au sein de l'IOSCO ou au sein des forums de stabilité financière. Donc pour terminer ce propos, je dirais que malheureusement, les années qui viennent de s'écouler ont ébranlé à la fois les dogmes économiques qui témoignaient d'une confiance extrême dans les marchés financiers. Ils ont ébranlé aussi la confiance des Français, qui n'avait jamais été bien solide, mais qui était quand même meilleure il y a quelques années qu'aujourd'hui. Elles ont créé des conditions à la fois économiques, juridiques et techniques qui représentent des risques, mais en même temps, elles n'ont absolument pas périmé le besoin qu'on a des marchés financiers, donc la nécessité de s'y plonger. Je sais que, pour prendre nos voisins les plus immédiats, tant en Royaume-Uni qu'en Allemagne, il y a de nombreux acteurs qui essayent de répondre aux questions que j'ai posées. Donc nous devons les faire avancer résolument et sans faiblesse. Merci. J'aurais voulu être plus convenable en donnant la parole à la table d'honneur. Donc si quelqu'un à la table d'honneur veut prendre le micro, je lui donne en priorité. Ah. C'est une question de bonne pratique. Merci, Monsieur le Président, Alban Aucoin, Fédération du Crédit Agricole. Fiscalité, alors, non. Quelles incidences pour les marchés financiers? Je vais vous donner un témoignage et dans les sujets qui relèvent plus ou moins de ma compétence. Malheureusement, en matière fiscale, c'est une matière que je connais un peu. J'ai notamment travaillé pour le Conseil des impôts dans le temps, mais ma compétence directe est faible. Alors, je ne veux pas éviter votre question. D'abord, quand même un premier témoignage. J'ai été interviewé sur BFM il y a quelques jours. J'ai un peu refusé parce que ça m'agaçait de crier avec les loups, puisque l'ambiance sur le plateau était plutôt de dire que le gouvernement faisait absolument fausse route, que c'était absolument la catastrophe totale. Et donc j'ai dit quelques généralités d'anciens budgétaires, disant que bon, de toute façon c'était difficile de faire plaisir en levant de l'argent, qu'on pouvait d'ailleurs songer que cette phrase était vraie tant pour les dépenses que pour les recettes, et l'idée que c'est beaucoup plus facile de faire des économies sur les dépenses que d'augmenter les impôts est à mon avis fausse, pour une raison très simple, c'est que les dépenses sont les recettes de quelqu'un,
Et donc, quand vous supprimez une dépense, vous supprimez une recette pour quelqu'un, donc vous êtes ramené au cas de base. Donc, c'est vrai que l'effort fiscal qui est demandé, toute chose égale ailleurs, est plutôt pénalisant pour la croissance. Mais, à mon avis, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que là aussi, si vous voulez, je suis absolument consterné quand j'entends le débat d'économistes qui disent mais non, il faut faire place à la croissance, il faut relancer, mais relancer avec quel argent? Peut-on prendre le risque que les marchés ne veulent plus financer? On voit très bien ce que les marchés font. Les marchés commencent par être inconscients du risque parce qu'on est une forte devise, un pays qui a quand même un assez bon historique, au moins dans la période récente. Ensuite, les taux d'intérêt commencent à augmenter. Et à la fin, vous vous retrouvez avec le risque de ne pas pouvoir tout bêtement rembourser votre dette antérieure et financer le solde du déficit. Donc, moi, je suis convaincu qu'effectivement, il y a des effets récessifs à une augmentation des impôts, et d'ailleurs comme à une baisse des dépenses, mais que c'est une phase, dans une économie surendettée comme est l'économie internationale, c'est une phase à laquelle on ne peut guère échapper. Alors ça, c'est au niveau général pour votre question. Alors ensuite, derrière, si vous voulez, j'ai pas traité de fiscalité, mais je vous ai dit que j'ai fait quand même une analyse, enfin au moins une description de ce qu'était le comportement d'épargne des Français. Bon, bien sûr, je vais être très prudent là-dessus. Encore une fois, il faudrait que vous invitiez Pierre Moscovici, hein. Mais le comportement d'épargne des Français que j'ai un peu critiqué, il est pour partie encouragé par la fiscalité. C'est vrai qu'on offre des véhicules liquides et non fiscalisés. On a offert l'assurance vie avec une logique qui est plus saine de fiscalisation, de défiscalisation ou d'allègement progressif de la fiscalité au fur et à mesure de la détention, longue, mais c'est quand même, quand on regarde le détail, et je vous renvoie à un papier de la Cour des comptes, notamment récent, on s'aperçoit que c'est pas non plus parfaitement rationnel et que les assureurs sont assez habiles pour avoir ménagé à la fois la liquidité et des gains fiscaux importants. Donc oui, je pense que dans l'idéal, il faudrait revoir notre fiscalité de l'épargne. Le gouvernement a choisi de la revoir dans un sens politique sur lequel j'ai pas à m'exprimer, qui était d'avoir une égalité entre la fiscalité des produits du travail et la fiscalité des produits de l'épargne. Bon, l'actualité récente montre que sur certains points, il a eu des difficultés, puisque effectivement, si on applique parfaitement ce principe, on fait varier la fiscalité sur certains types de placements ou de plus-value, par exemple, de façon très très forte. Donc il a choisi cette piste. Moi, je n'ai pas à récuser en tant que telle. Elle peut être nuancée sérieusement, mais je pense qu'il faut en suivre une autre, qui est de fiscaliser selon le risque et selon l'horizon de placement. Et donc, moi, j'ai été, par exemple, très heureux d'entendre le président de la République, assez surpris d'ailleurs, parce que je ne pensais pas qu'il allait reprendre ça. François Hollande a déclaré qu'il envisageait un PEA ou une partie de PEA, je ne sais pas exactement comment ça va être agencé, pour les PME ou les ETI. Donc le PEA, c'est, comme vous le savez, une solution qui est parfaitement indolore fiscalement. Donc si le gouvernement avance sur ce projet, ça voudrait dire que pour les PME et les ETI, dont j'ai précisément regretté qu'elles ne bénéficient pas suffisamment du marché financier, il y aura une incitation pour les acteurs à y aller avec une franchise fiscale. C'est des sujets qui sont très très compliqués, hein. Nos amis du Trésor y travaillent beaucoup. Ils sont très délicats parce qu'en fait, combiner les deux axes, c'est-à-dire égalité, enfin, dans un but de justice, taxer davantage l'épargne parce qu'elle n'a pas de raison d'être moins taxée et parce que surtout elle est le fait de gens qui normalement ont plus d'argent que ceux qui n'épargnent pas. C'est pas la même chose que effectivement de taxer différemment selon l'horizon et selon le risque. Bon, il y a un cocktail à faire là-dessus. Je pense que ça va être un défi du gouvernement là-dessus. Mais moi, je suis plutôt un spectateur engagé, comme aurait dit Raymond Aron, sur ce sujet-là. J'ai déjà suffisamment à faire avec
le fast trading, les opérations à effet de levier et autres joyeusetés, ou les fonds monétaires pour ne pas me mêler de fiscalité. Charles-Henri Toffly, Monsieur le Président, bonjour. L'une des raisons pour laquelle on ne peut pas avoir confiance dans les marchés financiers, je suis volontairement provocateur parce que on ne va pas faire la langue de bois ici, c'est l'inflation législative. Je crois qu'à peu près 80% de la réglementation française sur les marchés financiers est d'origine européenne. Oui. Alors si on prend par exemple la directive MIF, mais je pense que ça s'applique à d'autres directives, ce sont des réglementations extrêmement complexes. Il y a plus de considérants que d'articles. J'ai pesé MIF plus règlement général de l'AMF, ça fait 5 kilos. Donc si vous voulez caler un meuble à la campagne, c'est pas mal. À peine une directive est-elle terminée qu'on pense déjà à la directive suivante. Alors il y avait MIF 1, il y a MIF 2. C'est un petit peu comme les cigares Monte Cristo, les regrettés cigares Davidoff. Et les grands gagnants, en fait, ce sont les éditeurs de droits financiers, je ne citerai aucune maison, et les marchands les organisateurs de séminaires. Mais les grands perdants, c'est l'économie réelle. Que pensez-vous de mon analyse? Ouais. Bon, oui, je m'aperçois que dans mon élan tout à l'heure, j'ai oublié de vous finir mon anecdote. J'avais à peine quitté PM, où j'avais été nuancé, mesuré, pensais-je, que j'ai reçu plusieurs messages de gens que je connaissais bien, me disant « mais c'est pas possible, tu n'as pas défendu l'épargne, ou vous n'avez pas le droit de dire qu'on peut taxer l'épargne, c'est contraire au développement économique, etc. » Donc j'ai vu tout de suite que le sujet était super sensible. Alors, sur votre idée d'inflation législative, je suis très partagé, parce que à la fois, je pense que pour partie vous avez raison. D'ailleurs, il suffit de voir l'énergie et le temps que prennent chacune de ces directives pour se dire que c'est vraiment très très lourd et qu'on n'est pas sûr qu'elles atteignent leur but. Parce que c'est ça la question. À la limite, avoir de nombreux considérants, si on a une pensée claire, on sait ce qu'on veut faire et on est sûr que ça aura des résultats positifs, d'accord. Le problème, c'est que à force de conférer à 27 pays, à partir de conceptions d'ailleurs parfois assez disharmoniques, on fait des édifices qui sont pas très logiques ou pas complets, voire à mon avis comme souffrant d'une erreur de conception comme la MIF. Donc à mon avis c'est plus ça le sujet que le fait d'avoir beaucoup de directives, parce que sinon sur le fond, moi, quand j'ai rejoint Michel Prada à la COB, donc il y a maintenant un certain temps, c'était à la fin des années 90, on se plaignait de l'absence du droit européen. On se plaignait du fait que il n'y avait pas de directive prospectus, il n'y avait pas de directive transparence. L'ancêtre de la MIF était une directive très très lâche. Sur les OPA, les règles étaient complètement différentes de pays à pays. D'ailleurs, ça reste en gros vrai. Si vous voulez, il y avait un écart absolument considérable. Donc, la machine s'est mise au travail. Elle le fait certainement de façon imparfaite, mais elle va quand même dans la bonne direction en gros. C'est-à-dire que peu à peu, on finira par élaborer un droit convenable. Mais c'est vrai qu'il y a des interrogations. Je citais tout à l'heure la commercialisation, c'est un sujet absolument central. En même temps, on voit bien que, si vous voulez, on ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque commercialisateur. Et il y a une limite à la sophistication des règles qu'on peut imposer à des gens qui sont dans des réseaux où ils sont des dizaines de milliers. Donc, si vous voulez, il faut quand même des règles simples. Et pratique et compréhensible. Si vous avez des trucs trop sophistiqués, moi je vois parfois des raisonnements qui sont vraiment trop complexes, quoi. On est absolument sûr que ni le client ni le commercialisateur ne les comprendra. Alors j'ai peut-être tort de dire ça, mais c'est réellement ce que je pense. Donc il faut arriver à être suffisamment simple. Moi dans ce domaine, je crois à des règles assez simples et à une répression assez féroce. C'est-à-dire une règle simple, un fondement qui ne peut pas être mis en cause, et ceux qui la violent se font sanctionner. Bon, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, on n'y est pas encore complètement. Oui, bonjour Gérard. Bonjour.
Dans les marchés financiers, il y a des animateurs, il y a des intermédiaires. Oui. Tu n'as pas évoqué, mais tu ne pouvais pas évoquer tout ce sujet. On constate quand même depuis quelques années une atrophie ou une disparition de beaucoup d'intermédiaires. Disons qu'il y a un exemple récent. Alors il y a aussi des erreurs de gestion certainement, mais la disparition de Chevreux, qui était quand même un des intermédiaires financiers majeurs, pose quelques questions. Comment vois-tu le redéveloppement de ces intermédiaires sur lesquels les marchés fonctionnent moins bien? Il y a de moins en moins d'analystes de recherche, c'est concentré de plus en plus sur quelques maisons. Enfin, il y a plein de... La liquidité également, notamment pour les petites et moyennes entreprises, est de moins en moins bien assurée. Quelles sont tes idées sur ces thèmes? Moi, j'ai pas malheureusement la martingale. Je l'ai assez peu évoqué, un tout petit peu, parce que ça m'avait énormément frappé. Quand avec Thierry Giamy, nous avons interviewé, je pense, une quarantaine de personnes, dont beaucoup d'intermédiaires évidemment. Et j'ai trouvé que l'ambiance traduisait pas un moral d'acier. Il y avait vraiment une difficulté, d'ailleurs, qu'on comprend, parce qu'effectivement, il y a peu de matière, donc les structures les plus fragiles disparaissent ou se regroupent. Et il y a une dynamique qu'il faut recréer. S'il y a plus de transactions, il y aura plus d'analystes, il y aura plus d'intermédiaires. Donc c'est un peu la poule et l'œuf, ce système-là. Ce qui m'a le plus frappé, moi, c'est à quel point ce sujet-là paraît un tout petit peu indifférent aux grandes banques. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a en France? On est fort sur deux points, à mon avis, en matière financière, j'entends. On a des grands acteurs bancaires et on a des grands gérants d'actifs. Ce sont nos deux points forts. Et sur le terrain du fonctionnement même des marchés, de l'intermédiation, on a moins de tradition. Et malheureusement, je pense que nos grands acteurs bancaires, sans les mettre en cause, ils ont leur sujet. Pour eux, la place de Paris n'est pas un point absolument majeur en définitive. Donc ils choisissent eux-mêmes leur place, ils déplacent des forces à Londres, ils cèdent des actions d'infrastructures de marché assez volontiers quand l'occasion se présente. Et donc je pense que pour répondre à la question que tu posais, faut arriver à ressusciter une dynamique un petit peu plus grande. Alors dans le cadre de la bourse de l'entreprise, c'est un petit peu ce qui est tenté, c'est-à-dire que, je ne veux pas détailler, mais on a tous conscience que certes l'entreprise de marché a un rôle à jouer, elle semble vouloir l'assumer, mais il faut aussi que ça soit traité comme un sujet de place. Et si c'est traité comme un sujet de place, on peut espérer générer davantage de chiffre d'affaires, d'échanges, etc. Bon, par exemple, la Caisse des dépôts, Thierry Giamy, en même temps qu'il faisait ce rapport, lançait, je crois qu'il cherche toujours à en lancer d'autres véhicules de même type, sans doute sur le marché obligataire. Il cherchait à attirer des investisseurs longs, des assureurs, sur des véhicules qui investiraient typiquement dans les mid-caps et les entreprises intermédiaires. Et donc ça génère de l'activité, ça génère aussi de l'activité sur l'intermédiation. Bon, autre idée, nous avons critiqué, il n'était pas très content, mais enfin, je pense qu'il y a des moments où il faut dire les choses. Les choix qu'avait fait à un moment Euronext de surtarifer le marché intérieur, justement des entreprises les plus moyennes en termes de transactions, pour pouvoir faire face à la concurrence sur les frais de transaction, des transactions plus importantes où ils étaient challengés par des plateformes. Bon, ça, je pense que c'est un mauvais choix. Alors, je connais pas le détail, puisqu'ils étaient assez peu disers là-dessus, mais c'était pas un très bon choix. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Là, le régulateur, honnêtement, est pas. Je pense pas que. Enfin, un régulateur doit être en symbiose avec sa place. Il doit connaître bien ses interlocuteurs. Certes, les réguler, les sanctionner lorsqu'ils sortent du droit chemin, mais aussi vraiment comprendre la dynamique de leur développement. Mais on ne peut pas lui demander à lui seul de ressusciter une dynamique financière. C'est aux acteurs, et notamment aux grands acteurs. Donc chez nous, à mon avis, aux grandes maisons de gestion et aux grandes banques, de voir quel est le pour ou le contre de maintenir une activité importante sur la place de Paris. Et je crois que c'est quand même intéressant de le faire. Oui. Gérard Fauvadet à l'Unigestion.
Il y a un autre mot, Gérard, que tu n'as pas beaucoup prononcé, c'est le mot titrisation. Non. C'est un puissant, ça a été un très puissant moyen de financement de l'économie. C'est un sujet qui concerne de près la FTE, où nous sommes ce matin. Et là, c'est pas un vrai sujet de gouvernement, c'est un sujet où l'AMF est au cœur du dossier. Les volumes ont beaucoup diminué, on le sait, c'est pas facile à relancer. Est-ce que, avec ta nouvelle casquette AMF, c'est un sujet sur lequel vous entendez faire quelque chose? Oui, tout à fait. J'y ai pensé un peu par prétérition tout à l'heure quand j'ai dit certaines solutions sont des solutions de marché, pas toutes. Je pensais à la titrisation, c'est-à-dire qu'il y a des titrisations qui peuvent passer par le marché et d'autres non d'ailleurs, qui peuvent être purement de gré à gré. Il est parfaitement clair dans mon esprit que si le crédit bancaire plafonne en termes relatifs, il ne va pas s'écrouler. Parmi les solutions alternatives, il y a la titrisation. Pourquoi? Parce que les banques, je les ai vues fonctionner là sur ce point, mon expérience de médiateur était tout à fait utile. Les banques sont proches des entreprises, elles ont des réseaux, elles les connaissent bien. Incontestablement, elles sont les mieux à même d'apprécier le risque d'un prêt. C'est vraiment leur métier, leur tradition, etc. En revanche, elles vont de moins en moins pouvoir garder un prêt long jusqu'à échéance dans leur bilan, en tout cas en stratégie générale. Donc effectivement, il y a plusieurs solutions pour elles. Soit elles peuvent accompagner un client sur le marché obligataire, soit en direct, soit dans des véhicules, s'il se crée des véhicules qui investissent dans des titres émis par des entreprises intermédiaires ou moyennes. Elles peuvent aussi titriser. Et moi, je crois que le régulateur, pour répondre directement à ta question, moi, je n'ai aucune appréhension systématique par rapport à cette solution. Je regrette qu'elle ait été totalement discréditée par un abus manifeste qui en a été fait dans des conditions très particulières, mais la titrisation correctement conçue est parfaitement logique économiquement et surtout elle répond aux conditions fixées par les régulateurs, en particulier les régulateurs prudentiels. Donc moi, au sein de l'AMF, même si je n'ai pas encore eu le temps, mais on voit quelques dossiers, je ne serais pas du tout négatif par rapport à cette solution. Alors tu peux avoir des choses de gré à gré. Il y a des accords dont je ne connais pas le détail, mais qui ont été rendus publics entre au moins 2 groupes bancaires et un grand groupe d'assurance, par lequel le groupe d'assurance reprend des portefeuilles de prêts. Alors, est-ce que c'est de la titrisation ou non? Pas véritablement, mais ça n'en est pas loin sur le plan économique. Ça revient quand même à changer en partie, parce que je pense qu'il doit y avoir une partie qui reste aux banques, celui qui supporte le risque de prêts antérieurs, ce qui est le mécanisme même de titrisation. Par contre, on n'a pas le papier distribué derrière. Mais je crois que il y a aussi un autre facteur en faveur de la titrisation, c'est que comme les taux d'intérêt sont bas, les investisseurs vont chercher un peu de rendement. Et on doit pouvoir normalement faire un couple rendement-risque satisfaisant sur des entreprises dynamiques. Alors là aussi, c'est vraiment c'est une responsabilité non seulement du régulateur, mais aussi des professionnels, parce qu'on peut tout discréditer. Je veux dire. Si on met des prêts de PME qui n'ont pas trouvé à se financer auprès des banques, non pas pour des raisons structurelles de bilan bancaire, mais parce que la banque avait une vue négative sur le risque, eh bien, ce sera catastrophique, parce que les épargnants, les investisseurs se rendront compte qu'ils ont des pertes là-dessus et qui ne seront pas compensées par le spread de taux. Y a-t-il encore une question? Ouais. Bonjour Monsieur le Président. Je travaille sur le marché obligataire. Toute ma question portera sur ce domaine. C'est un marché qui est une grande réussite de l'euro, puisqu'il ne connaît aujourd'hui plus de frontières à l'intérieur de la zone euro. On voit que tous les acteurs, que ce soit les émetteurs qui placent majoritairement, enfin un émetteur français qui lance des obligations place aujourd'hui majoritairement hors de France. Les acteurs du côté investisseurs, c'est la même chose. Ils sont maintenant très sophistiqués et ils raisonnent à l'échelle du marché euro. Les banques aussi, avec des équipes de structuration centralisées, malheureusement le plus souvent à Londres, des prospectus identiques, quel que soit le pays d'origine, etc., etc. Donc c'est vraiment un marché qui fonctionne très très bien à l'échelle du marché euro.
Qu'en est-il en termes de régulation? Et je voudrais revenir sur un exemple. Au cours des dernières années, les 4 grandes banques françaises actives sur le marché obligataire ont été sanctionnées par l'AMF sur je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire, mais la manière dont les investisseurs ont été approchés sur des opérations, il y a des divergences d'appréciation, l'AMF considérant que les banques n'avaient pas pris suffisamment de précautions dans l'approche des investisseurs. À ma connaissance, les opérations qui étaient visées par l'AMF étaient des opérations qui étaient co-dirigées par des banques françaises et des banques étrangères. Autre signe du caractère. Qu'est-ce qui souscrivait? C'était auprès de la clientèle de guichet ou... Non. C'est des opérations à l'échelle du marché euro, investisseurs institutionnels uniquement. Et donc, les banques françaises ont fait l'objet d'une enquête et de sanctions. Sur ces opérations, des banques étrangères étaient également impliquées. C'est des sujets assez sensibles, c'est-à-dire que et d'ailleurs, beaucoup de travaux ont été faits depuis pour clarifier les règles, où la divergence d'appréciation peut jouer un rôle important. Et à ma connaissance, les banques étrangères n'ont pas subi d'enquête et n'ont pas été sanctionnées. Alors, 2 questions. Est-ce que le fait que la régulation ait un caractère domestique dans un marché européen peut créer des divergences? Et est-ce que le sentiment que peuvent avoir certaines banques françaises du fait que les règles sont un petit peu plus dures pour elles que pour les banques étrangères, alors qu'elles travaillent exactement sur le même marché, est justifié à votre avis? Et deuxième question, comment vous voyez à l'échelon européen quelles sont les initiatives, les possibilités pour avoir justement une approche globale et homogène entre régulateurs pour s'assurer que tout le monde soit traité de la même manière? Oui. Alors, je dois dire que il faudra que j'ai pas en tête les sanctions. Elles ont dû être prises. Peut-être Benoît, vous pourrez intervenir. Moi, je préfère pas parler de ce que je ne connais pas. En revanche, ce qui est majeur, c'est que le marché obligataire corporate s'est énormément développé. Je me souviens d'un emprunt fait, je crois que c'était par Saint-Gobain, au plus fort de la crise, un emprunt obligataire à un taux très très élevé, parce que les financiers de cette entreprise voulaient absolument s'assurer des ressources longues, fût-ce à un cours élevé, enfin un spread élevé. Depuis, le spread a considérablement baissé et des financements massifs ont pu être levés. Alors, j'avais pas en tête qu'il y avait des écarts si importants que ça entre les pays européens par rapport à ce marché obligataire qui est effectivement très très international. Normalement, ces questions-là sont réglées par la directive prospectus et par la directive transparence, notamment la directive prospectus qui indique quelles sont les informations qu'on doit donner au marché avant de lancer une émission obligataire. Donc je vais regarder de plus près. Normalement, on doit aller accompagner complètement l'évolution dont vous vous félicitez, c'est-à-dire d'avoir un marché large avec une uniformité complète de règles et d'interprétations. Enfin, c'est vraiment le sens du travail de l'ESMA. Moi, il y a quelques années, j'avais présidé le groupe Prospectus de César, ce qui est l'ancêtre de l'ESMA. On a eu de nombreuses discussions, c'est-à-dire qu'on se réunissait 4-5 fois par an pour essayer d'harmoniser les positions en termes de prospectus. De mémoire, je pense qu'on avait eu très très peu de sujets obligataires. Mais j'ai peut-être une lacune là-dessus, je vais regarder. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, il est 10 heures à ma montre. Bien. Donc, je tenais à vous remercier pour les propos particulièrement clairs et pragmatiques. Et je dois me réjouir, je pense que je ne suis pas le seul, à savoir qu'à l'AMF, nous avons aujourd'hui un président qui est prêt, effectivement, non seulement à, entre guillemets, mouiller sa chemise, à retrousser ses manches, mais à apporter des réponses à l'ensemble de la communauté financière de Paris, voire européenne, comme vous l'avez signalé. Encore une fois, un grand merci au nom de la FTE et de tous les participants ce matin. C'est à cause de Michel que je suis encore dans la régulation.